l'évolution de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à cette émission géopolitique de ce mardi 13 avril 2021. Nous sommes très ravis justement de vous savoir nombreux à nous suivre encore pour parler de la République démocratique du Congo, spécialement parler encore une fois de la situation à Béni. Le titre de l'émission de ce soir tourne autour de la détresse des orphelins à Béni. Ces orphelins qui sont justement dépourvus de tous les moyens, de tous les soutiens, de tous les supports possibles pour leur encadrement. Ce sont des enfants qui sont victimes aujourd'hui suite à la disparition de leurs parents qui, pour la plupart, ont été victimes des massacres perpétrés récemment dans le territoire de Béni. Les cris d'alarme que les populations bénitiennes ont lancés, les cris d'alarme que ces populations du Nord Kivu continuent à lancer au monde entier et plus particulièrement aux Congolais qui sont éparpillés dans le monde. Ces cris d'alarme, justement, sont des cris de cœur. Ces cris d'alarme sont des cris de détresse. Ces cris d'alarme, justement, sont des cris interpellateurs au cœur de bonne volonté. Cette situation que traversent les Bénitiens est une situation qui pourrait vous arriver, vous qui nous regardez. Mais dans quelles conditions, dans quelle position vous sentiriez-vous si vous étiez justement victime de ces atrocités? Lorsque vous êtes victime d'un massacre et que vos enfants sont restés seuls. Les orphelins qui aujourd'hui sont campés quelque part, ce sont des volontaires, des personnes de bonne volonté, n'ayant pas assez de moyens mais qui se sont donnés corps et âme pour encadrer ces enfants. Ils sont tellement nombreux que pour le moment, en tout cas, les volontaires locaux ne sont pas capables de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle nous dédions ces émissions. Ces différentes émissions, nous les faisons à répétition, de manière répétitive, pour permettre à ce que quelqu'un quelque part réagisse, pour permettre à ce que le monde occidental, le monde congolais, le monde de personnes de bonne volonté puisse poser un acte d'amour. Cet acte d'amour, tout le monde en a besoin à un moment donné de notre vie. Voilà. Cet acte d'amour, nous le recherchons maintenant. Nous le recherchons pour aider ces enfants qui sont à Béni, pour aider ces jeunes gens qui sont à Béni, qui sont dépourvus de tous les moyens possibles. Nous savons très bien qu'il y a un gouvernement au Congo qui venait de sortir. Mais ce gouvernement qui vient de sortir n'est pas encore remis au parfum de la situation qui se passe actuellement à Béni.
Voilà, c'est la raison pour laquelle cette antenne est consacrée pour parler de Béni, parler de la situation catastrophique de ce côté de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour parler de la situation d'actualité actuellement au Béni, actualité d'aujourd'hui, je vous le dis, nous allons recevoir un Bénitien. C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, les Bénitiens. Mais c'est un jeune juriste qui va passer à l'antenne, Monsieur Azor Nyamoussissi. C'est lui qui va essayer de nous donner le tableau de l'actualité du jour actuellement à Béni depuis que la semaine a commencé. Alors, Monsieur Azor, bonsoir. Bonsoir René Kitoko, et merci de m'accueillir encore une fois dans cette émission qui justement ce soir est consacrée essentiellement sur les enfants de Béni. Voilà, comme le titre l'indique, la détresse des enfants de Béni, nous avons reçu des images que vous nous avez envoyées depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des images de détresse, ce sont des images parfois insoutenables. Et nous comprenons la situation que vous traversez à Béni, nous comprenons la détresse qu'il y a auprès des populations là-bas, nous comprenons la situation de misère autour de ces orphelins. Pouvez-vous nous indiquer en grande ligne en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui à cet orphelinat? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté auprès de ces enfants de l'orphelinat? Merci beaucoup René. Comme je l'ai dit dans ma présentation, merci de centrer encore essentiellement cette émission de ce soir à l'enfance de Béni, vu la situation que cette ville est en train de traverser depuis plus de 5 ans et qui malheureusement ne cesse de faire des victimes. Et aujourd'hui, notre curiosité s'est orientée impeccablement aux enfants vivant dans les orphelinats, lesquels enfants sont victimes directes ou indirectes des massacres. C'est avec un cœur plein d'amour, plein d'enthousiasme et de compassion, mais aussi de douleur, que nous nous sommes rendus aujourd'hui dans cet orphelinat. Et malheureusement, nous avons rencontré des situations désastreuses et qu'on aimerait quand même partager au monde aujourd'hui pour que le monde comprenne que Béni mérite toujours une attention. Nous sommes allés dans un orphelinat dont le responsable, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Marie. Dans cet orphelinat, nous pouvons enregistrer plus de 34 enfants, lesquels enfants sont tous victimes de massacres. Donc, ils ont perdu leur père, leur mère, ou soit leur tutelle. Et en tout cas désastreuses. Ne vous en faites pas, ces enfants que vous voyez, en fait, les images seront balancées. Après qu'ils aient perdu tout ce qu'ils avaient, après qu'ils aient perdu l'espoir d'aller à l'école, après qu'ils aient perdu l'espoir de grandir comme tout autre enfant, bénéficiaire de leurs droits qui les sont plus reconnus, donc les droits liés à l'éducation, cette éducation qui doit être, par exemple, à l'école et dans les familles. Les enfants aujourd'hui sont dans une situation où ils ne savent pas dans quel sens se vouer. Dans cet orphelinat, vous pouvez par exemple constater que leurs conditions de vie ne sont pas, en tout cas, améliorées, où ils meurent de famine. Malheureusement, nous avons fait le constat du lieu là où ils habitent. Dans cet orphelinat, il n'y a même pas de l'eau. Vous imaginez les enfants qui ont perdu les leurs, en tout cas leurs proches, qui ne savent pas, qui ne savent malheureusement pas ce qu'ils vont manger, ni comment ils vont boire. On a toujours dit que l'eau, c'est la vie, mais ces victimes des massacres jusqu'à aujourd'hui, ils ne boivent même pas. Ces victimes des massacres, pour lessiver les 2 ou 3 pantalons qu'ils peuvent avoir, ils sont obligés d'aller
plus de 2 kilomètres, pour aller ne fût-ce que lessiver. Pour trouver à manger ça, je ne sais pas, nous avons rencontré malheureusement nombreux qui sont malnutris. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, si nous voulons poser un acte, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce qu'il y a l'avenir de toute une génération qui est en péril. La seule faute qu'ils ont faite, la seule faute qu'ils ont commise, c'est d'avoir été de nationalité congolaise et avoir été né à Béni. Donc, vous comprenez que pour l'instant, la situation, les conditions de vie de ces enfants ne sont pas améliorées. Si vous voyez une maison, cette maison dans laquelle ces enfants passent nuit, c'est une maison de 3 chambres, mais vous imaginez plus de 34 enfants qui passent nuit là-bas, leurs responsables. Donc, à quelqu'un qui a un cœur humain, il sait déjà s'imaginer dans quelles conditions de vie les enfants sont en train de vivre. Cher René. Voilà, je pense que les téléspectateurs peuvent se rendre compte, nous sommes en train de vous montrer les images de ces orphelins, des images pour lesquelles nous ne pouvons pas, selon les consignes qui nous sont données généralement dans les médias, lorsque surtout nos plateformes passent dans des réseaux sociaux, il va falloir que vous sachiez que nous ne pouvons pas garder les images des enfants pendant plus de 10 secondes. Donc, c'est juste pour vous montrer, mais si jamais vous avez besoin de voir les vidéos de ces images, de cet orphelinat, comment ça se passe, nous pouvons vous les envoyer par demande. Si vous nous envoyez vraiment une demande, nous allons vous envoyer toutes les images, en tout cas, de cet orphelinat, auquel nous aimerions justement que la plupart, les Congolais se mobilisent pour soutenir cet orphelinat. Il y a une organisation qui est mise en place par ces jeunes gens qui interviennent chaque soir ici, une organisation qui s'appelle Peace for Beni, la paix pour Béni. Et en Swahili, c'est. Pouvez nous dire en Swahili, hein, comment ça s'appelle l'organisation? Ouais, en Swahili, ça signifie Amani Beni. Amani, Amani voilà. Beni, Donc, paix à voilà. Beni, Donc, Peace of vous Beni. comprenez, j'avais voulu que lui-même prononce le mot. Hein. Et donc, c'est une organisation qui est officiellement là-bas. Si vous voulez envoyer, par exemple, des dons, vous pouvez envoyer à partir d'ici. Nous avons déjà mis une cagnotte. Nous affichons tout le temps les références de cette cagnotte. Vous pouvez mettre 5 pounds, 5 euros, 5 dollars. Ça dépend de la monnaie que vous utilisez actuellement. À vous de faire la conversion autour de 5 dollars ou 5 euros. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça que ces enfants on demande pour les aider à sortir des situations difficiles. Nous savons que personne ne peut résoudre individuellement cette situation. Mais la combinaison des efforts, le partage entre nous pourrait justement aider ces enfants, ne fût-ce qu'avec un 10% justement, la résolution de 10% de leurs difficultés. C'est cela le problème. Donc, il est normal que nous puissions nous cotiser, nous Congolais qui voyons le Congo de loin et surtout la situation de Béni à distance. Évitons juste de regarder les images sans poser des actes, parce que ces enfants sont les nôtres, car ils sont tous des Congolais. C'est donc de notre devoir justement de réagir si nous sommes encore patriotes, si nous avons encore l'esprit d'amour et de partage. Voilà. Monsieur Azor, une autre question que je vais vous poser, c'est de savoir, hier, nous avons parlé de la situation à Goma. Il y a eu échauffourée à Goma entre les Nandés et l'Nkumu. Alors, l'Nkumu, il semblerait que ce n'est pas une tribu reconnue au Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Hier, en tout cas, nous avons observé un phénomène, en tout cas que je ne sais même pas comment mettre les mots là-dessus, où, selon moi, nous sommes en train de voir la naissance d'une guerre civile au Nord Kivu. Pourquoi? Parce que lorsque des tribus se battent déjà, on se dit ce qui va sortir, c'est du pire. Les Nandés couvrent essentiellement la partie Béni territoire et Butembo territoire.
mais aussi il y a une tribu des Rwandais. En fait, ils sont nos frères parce qu'ils sont là depuis 1996 et nous vivons déjà avec eux parce que par définition, ils sont déjà des Congolais naturalisés. Et malheureusement, en exigeant le départ de la MONUSCO, je commence ici par la Genève, vous savez tous qu'il y a des actions que les groupes de pression et les mouvements citoyens, mais aussi les organisations de la société civile ont lancées pour dire non à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Ils ont dit en tout cas qu'ils voulaient que la MONUSCO puisse partir. Et malheureusement, de ces revendications, il y a eu autres événements qui se sont déroulés où on pouvait déjà observer à des comportements aussi barbares de la part des Nandés et des Nkumu. Il y a eu des affrontements, en tout cas violents. Nous avons justement déploré des pertes en vie humaine, mais aussi des blessures graves. Au plus vite que possible, les gouverneurs de la province du Nord Kivu, son Excellence Carly Zanzu Kasivita, a directement, d'ailleurs, lui-même s'est dépêché sur place pour essayer un tout petit peu de comprendre le mal qui est en train de déranger ces deux communautés. Et malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, les pertes étaient déjà énormes, où on pouvait déjà assister à des incendies de différentes maisons. On peut voir des gens, les Nkumu, qui venaient avec des armes blanches, mais aussi des Nandés qui ne restaient pas aussi indifférents face à cela. Ils se sont battus. Et d'ailleurs, le milieu, soit la zone, s'est vidé de sa population, craignant justement pour leur santé et leur vie. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe au Nord Kivu. Malheureusement, la situation des Béni est en train aussi d'affecter très sérieusement les régions environnantes. En voyant là où ces affrontements entre les Nandés et les Nkumu s'étaient passés, c'est en tout cas un peu loin de la ville de Béni, justement parce que les frères de l'autre côté, ils ont décidé d'unir leur voix et dire non à la situation qui prévaut à Béni, et voilà les conséquences. Donc, une action menée à Béni, qui dirait, en fait, elle était pacifique parce que la population de Béni pense avoir réclamé une cause noble. Elle a fait aussi naissance à ces affrontements entre les Nandés et les Nkumu, qui, malheureusement, nous ne sommes pas ici en train de louer cela, mais nous aimerions quand même signifier que c'est l'une des conséquences de ce qui se passe à Béni. Monsieur René. Alors, monsieur Azor, pouvez-vous nous parler de cette tribu Nkumu? Est-ce que c'est une tribu qui est connue au Nord Kivu? Parce que hier, les intervenants d'hier semblaient être perplexes à cette question. Ils avaient du mal vraiment à nous préciser si les Nkumu était une tribu reconnue depuis des années dans la province du Nord Kivu. D'où viennent-ils réellement? Est-ce que vous allez nous dire ici que ce sont des Rwandais qui sont installés encore au Congo récemment? En fait, je serai en tout cas précis par rapport à cette question. Comme je l'ai dit précédemment, après la guerre de 1996 de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, il y a eu des accords qui se sont passés entre Rwanda et la République démocratique du Congo la République du Congo à l'époque pour chasser les dictateurs, en fait, Désiré Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, et M. Laurent Désiré Kabila, qui était en train de chercher les alliés, avait fait recours au Rwanda, donc aux pays environnants, pour venir en aide, en fait, de chasser M. Mobutu. Mais alors, les Nkumu ici, je précise que lorsqu'on essaye un tout petit peu d'établir les tribus qui sont reconnues dans le Nord Kivu, les Nkumu, c'est une tribu qui est incorporée dans les Rwandais qui sont restés sur le sol congolais parce que après ça, ils devaient en tout cas acquérir la nationalité.
Et Senkumu, c'est une petite tribu qui est dans les Rwandais qui sont restés ici sur le sol congolais. Mais alors, c'est comme ça qu'ils vivent ici. Je l'ai dit quand même que nous vivons déjà avec eux depuis des années et nous avons accepté vivre avec eux. Je pense que même le président de la République, M. Félix Tshisekedi, en avait fait aussi part lorsqu'on parlait des Banyamulenge. Et ils sont là. En tout cas, je ne mange pas ici le mot que les Nkumu ont pour origine les Rwandais. Ils ont pour origine les Rwandais. Mais pour l'instant, on ne peut plus dire qu'ils sont Rwandais parce qu'ils ils sont restés pendant longtemps sur le sol congolais. Et pour nous, nous les prenons comme déjà des Congolais, comme nos frères. On n'essaye pas de les marginaliser. Nous vivons avec eux depuis des années et ils sont en tout cas nos frères. C'est ce que je peux dire en termes de précision, René. Donc, les Nkumu, ce sont l'émanation de tous ces mouvements issus des immigrés rwandais qui sont venus au Congo après le génocide de 1994 et qui sont venus s'installer à l'est du Congo comme les Interahamwe, c'est ça? Justement, c'est ça. Ils couvrent le Massissi. Le Massissi, et lorsqu'on parle de Massissi, on touche déjà Sake. Et Sake, par rapport à Goma, c'est déjà une porte à côté parce que même la ville de Goma s'étend déjà jusqu'à Sake. D'accord. Donc, ce sont des Rwandais. Bon, ouais, ce sont les Rwandais d'origine, mais qui sont devenus Congolais. Mais maintenant, ils ne sont pas tous venus au Congo. Sûrement qu'il y a encore d'autres Nkumu qui sont restés au Rwanda, dont ils sont issus. Justement, en fait, vous voyez, parmi ces accords-là, je l'ai dit, les accords que Musée Laurent Désiré Kabila a passés avec les Rwandais, jusqu'aujourd'hui, ça continue à avoir des dissidences. Je l'ai dit comme tout citoyen congolais, des dissidences duquel on ne sait pas évaluer les Rwandais qui sont restés sur le sol congolais et qui ont acquis notre nationalité. Ils sont nombre de combien? Et vous savez, parmi les gens que nous citons, parmi les gens que la communauté internationale cite d'être détracteurs de la population du Nord Kivu, on peut ici citer les Rwandais qui sont venus à la quête des sols arables pour mener leur culture. Et je parie que parmi les Nkumu qui sont au Rwanda, certains ils peuvent profiter de ces mouvements pour s'infiltrer clandestinement en RDC, parce que Rwanda et Goma, qui du reste, c'est notre chef-lieu, c'est une porte à côté. En tout cas, il y a même des citoyens congolais qui vivent à Gisenyi, mais qui travaillent à Goma. Donc, c'est vrai, le matin, ils vont au boulot, ils font boulot à Goma, et le soir, ils rentrent à Gisenyi. Donc, c'est parmi, je signale bien que c'est parmi les conséquences qui rongent cette partie de l'Est jusqu'aujourd'hui, parce que c'est dans cette même vocation que nous avons connu la naissance des CNDP, qui au plus tard s'était transformé au mouvement du 23 mars. Vous savez, avec l'histoire, ils ont été détracteurs de la population dans toutes ces parties que je vais à peine de citer, au point qu'ils ont même tenté de prendre Goma à l'assaut un jour. Donc, vous comprenez quand même que c'est ça l'histoire. C'est ça les origines de la présence d'un Kumu sur le sol congolais qui, aujourd'hui, les Nandais n'arrivent pas à bien consommer. Je peux bien le dire dans cette dimension-là. Donc, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur le sol congolais. Certains, ils ont acquis la nationalité. Et je peux aussi affirmer ici que certains peuvent quitter les Rwandais et s'infiltrer facilement sur le sol congolais, tellement que nous sommes des pays voisins et si les plans limitrophes, il n'y a pas en tout cas 3 km ou 5 qui nous séparent du Rwanda. On n'entrera pas à Goma. Alors, l'Nkumu, pour ne pas utiliser le terme que je vais utiliser, hein, mais c'est vraiment nécessaire que j'utilise le terme pour que les gens comprennent mieux. Sont-ils de quelle représentation, comment je vais dire, quel est
leur phénotype? Est-ce qu'ils sont plus, ils ressemblent plus aux Tutsis ou bien aux Hutus? En fait, Sont-ils Tutsis à la ou bien question, Hutus? à la question de la morphologie, Mhm. je me limite ici à donner les commentaires parce que moi-même, en me voyant, vous allez vous dire, est-ce que le gars, il est de Béni? Est-ce qu'il est du Sud Kivu? Est-ce qu'il est du Rwanda? La question des phénotypes, c'est une question naturelle en fait, René, c'est ça. Nous pouvons être Congolais de père et de mère, mais vous avez une morphologie rwandaise. Vous pouvez être Rwandais de père et de mère, mais vous avez une morphologie congolaise en fait. Pour moi, je ne saurais pas détailler à la question du phénotype, mais je m'attaque, en fait, je ne m'attaque pas, mais je donne ici des commentaires par rapport à ce qui a été l'histoire profonde, pas superficielle. Parce que pour moi, euh, la morphologie, ça reste en tout cas superficielle, vu que nous pouvons ou ne pas en avoir. En fait, je ne sais même pas détailler comment. On peut avoir un pointu, des gros yeux, tout ça, une taille de 1,75 m ou 80. Ça ne signifie pas que vous êtes exclusivement du Rwanda. Parce qu'il y a par exemple les frères Hema qui sont dans la province de l'Ituri. Je cite ici Bounia, tout ça. Ils sont très élancés, ils sont très noirs et parfois ils ressemblent aux Tutsis. Et ça ne signifie pas, le voir comme ça n'est pas déjà une preuve irréfutable qu'il a des origines rwandaises. Ou s'il faut juger, bien qu'il y ait un droit et un principe fort qui dit euh, la forme précède le fond. Mais en tout cas, pour moi, ici, je préfère rester dans le fond pour dire que cette morphologie, on peut l'acquérir d'une manière ou d'une autre. Ça ne signifie pas exclusivement qu'on est du Rwanda ou qu'on est de la République démocratique du Congo. Oui, mais ce comportement violent qu'ils adoptent à utiliser des machettes en public, nous avons des images que vous nous avez envoyées, mais ce sont Ouais. des images insoutenables. C'est des images qu'on ne peut même pas diffuser à la télé, ne fût-ce que pour illustration, nous ne pouvons pas, tellement qu'elles sont violentes. Des gens qui utilisent des machettes comme ça et qui se battent avec des machettes, on dirait des petits bâtonnets, des bâtons qu'ils utilisent, et pourtant ce sont des machettes. Cette culture n'est pas une culture congolaise quand même en étant de violence. Des machettes comme ça, c'est insoutenable comme comportement. En fait, ici, que de m'attaquer sur une tribu ou que de m'attaquer sur une tribu ou un groupe d'individus, je veux plutôt m'attaquer à l'homme. L'homme étant qu'un être social. Aucun peuple du monde n'a la connotation d'attaquer les autres par la machette ou par arme blanche. C'est un acte de vandalisme très stupide et inacceptable parce que s'il faut dire quand même qu'on a été créé à l'image de Dieu, je ne suis pas en train de voir un humain, peu importe ses origines, s'attaquer à son semblable moyennant une machette. Non. Et donc, ce que nous vivons à Béni, je dis Béni parce qu'à Béni aussi, il y a cette pratique, une pratique très douloureuse quand même, où on peut déjà observer les gens qui s'abattent par la machette. C'est parmi les modes opératoires des ADF, qui aussi peuvent éventrer les femmes, tout ça. Et pour moi, ici, je fais quand même allusion à l'être humain. Cette connotation n'est pas donnée à un groupe d'individus ou à une tribu quelconque. Non. Si moi, je suis d'Adiazor, je suis congolais ou rwandais, je suis Nkumu ou Nandé, je suis celui qui doit décider dans quel mode opératoire je peux m'y prendre pour réprimer, en fait, pour exprimer mes mécontentements. Si je décide que c'est pas la machette, c'est pas une connotation Nandé ou Nkumu. Donc Voilà. là, c'est moi. C'est moi, mais c'est ça moi, c'est ça mes émotions, c'est ça mes tempéraments. D'accord. Maintenant, Ouais. au niveau du comportement, au niveau des revendications plutôt,
qu'est-ce que l'Nkumu en question revendique? Est-ce qu'ils ont le même réflexe, qu'adoptent les Tutsis en République démocratique du Congo ou les Banyamulenge aujourd'hui, qui revendiquent, ce qui revendiquent, et tout le monde le sait, l'Nkumu font-ils également les mêmes revendications de devenir congolais, d'entrer dans les institutions, d'occuper des fonctions importantes au Congo? Est-ce qu'ils sont déjà dans les institutions politiques? Ils occupent déjà des responsabilités politiques au niveau de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Bien, merci René. Bien que ce soir, je pense justement que je suis en train d'aborder toutes les questions humanitaires et les questions politiques. Voilà pourquoi vous allez comprendre un peu ma retenue par rapport à certaines déclarations. Euh, Ce que je sais, c'est que l'Nkumu, avant, je suis franc, avant ce qui s'est passé hier, je n'avais jamais senti qu'ils ont une capacité de révolte comme ce qui a été. En tout cas, je suis sincère. Ils ont vécu dans cette zone pendant bien longtemps. Cette pratique ne s'était jamais faite. Je ne sais pas ici ce qu'a été la raison qui les a poussés à déverser dans cela. Je pense qu'étant un étudiant en droit et un chercheur, dans les moments à venir, je vais tâcher m'approfondir par rapport à cette question. Mais jusque-là, nous n'avons appris aucune revendication d'un Kumu, à moins qu'il se soit caché derrière leurs frères. Bon, leurs frères, je ne sais pas, consanguins, parce que ils sont déjà, la nationalité congolaise, on peut l'acquérir, ils ont déjà acquis cette nationalité congolaise. Mais non, les revendications des institutions de l'armée, non, en tout cas. L'Nkumu n'était jamais inoffensif. Je n'avais jamais appris leur degré de nuisance avant l'affrontement d'hier, en fait. C'est ça, René. Et je m'épargne ici de ne pas dire ce qu'ils ne font pas, mais je dois quand même dire ce que je sais. Vous savez que vous venez de donner des révélations sans vous rendre compte. Ce que vous dites au niveau de la diaspora, nous recevons ça avec sérieux. Parce que déjà, vous nous révélez encore une autre tribu qui commence à s'agiter, une autre tribu qui est issue justement des accords de Laurent Désiré Kabila lorsqu'il a signé avec le Rwanda. Sachez très bien que ce sont des informations capitales que vous nous offrez et que ces Nkumu se comportent comme ils se sont comportés hier et aujourd'hui. C'est comme cela que la guerre a commencé à l'instant. Une tribu qui se révolte avec des machettes en public et tue les autres. Le génocide aussi a commencé de cette façon. Évidemment, il y avait une autre cause beaucoup plus politique, mais on ne sait jamais que ce qui commence avec l'Nkumu va avoir une extension vers d'autres tribus de la région. Sans oublier que la région est très sensible à la balkanisation dont on parle. Tenez, René, tenez. En fait, j'ai dit que de m'attaquer sur une tribu, je l'ai dit précédemment, je préfère plutôt m'attaquer sur l'individu. Ce même phénomène se passe en Ituri. Cette fois, ce n'est pas les Nkumu qui sont auteurs, parce que je n'aimerais pas ici le marginaliser, comme je l'ai dit précédemment dans mes propos, parce que par rapport à l'incident qui s'était constaté la dernière fois. Mais la même pratique s'est passée en Ituri, laquelle pratique a été à la base d'une guerre civile à Bunia, où on pouvait déjà, en tout cas, malheureusement, avoir autant de morts. Et donc, moi je pense que de nous attaquer sur les Nande, les Nkumu ou les gens de l'Ituri, les détribus,
Je pense plutôt qu'il faut réfléchir dans quelle dimension nous pouvons positiver la mentalité des Congolais. Dans quelle Mhm, dimension nous pouvons renforcer l'éducation civique et morale. Parce que si vous vous rappelez, dans mes interventions, la dernière fois, j'avais dit que j'ai un rêve de supprimer les nationalités, un rêve mhm. de supprimer les et être qu'un citoyen du monde. Un citoyen du monde qui ne va que se contenter d'avoir son frère de son côté et de ne pas lui demander est-ce que tu es un Kumu, est-ce que tu es Nandé, est-ce que tu es Mugegere, est-ce que tu es Mufulero, je ne sais pas. C'est ça, moi, mon rêve, en fait. Et je pense, en tout cas, qu'on ne devrait pas imputer. Parce que je dis que dans l'Inkumu, il y a des gens bien. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se livrer à ces pratiques. Donc, je, je, je me dis, je réitère ma position, c'est une question d'individu, c'est une question d'homme, et tous ensemble, à travers le monde, nous devons renforcer l'éducation civique de tous les citoyens congolais pour qu'ils comprennent que nous devons tous vivre ensemble et que seule l'unité du Congo, seule, euh, en fait, l'état des droits, quand je suis en train de dire que l'état des droits, ça incorpore beaucoup de choses. Mais alors, si je suis aussi chrétien, c'est l'amour doit nous caractériser. Parce que celui qui aime son humain, il ne va pas se livrer à ces pratiques aussi inhumaines. Malheureusement, malheureusement que cet amour n'est pas assez constaté du côté de l'Est du Congo avec tous les intrus justement qui entrent dans le territoire congolais. Et c'est ici justement, je pense que c'est de votre responsabilité, vous qui êtes habitants de l'Est, à dénoncer régulièrement ce genre de comportement, des éléments qui entrent à partir de l'Est, ce qui faufilent comme ça, compte tenu du fait que les frontières sont tellement poreuses à l'Est, et donc tout le monde peut entrer comme il veut, s'installer dans un coin et utiliser les papiers. Il devient Nandé, il devient Bashi ou de Bouffler ou whatever. Mais c'est à vous, les nantis de province, qui devez normalement nous informer régulièrement et nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Parce que quand vous dites d'une part qu'ils sont déjà des Congolais parce que ça fait longtemps qu'ils vivent au Congo, après avoir vécu longtemps, certains sont nés au Congo, d'accord, mais ont-ils été recensés? C'est comment? Ont-ils été recensés? Déjà, nous avons un problème avec les Banyamulenge. Le Congo a un problème Oui, avec les Banyamulenge. Là, il s'ajoute oui, l'Nkumu. oui. L'autorité politique provinciale a-t-elle joué un rôle, ne fût-ce que pour recenser cette communauté ethnique? D'accord. Je pense aussi ici que je donne un avis comme un citoyen congolais qui ne veut pas que le pire n'arrive demain parce qu'on veut satisfaire nos intérêts égoïstes. Quand je dis nos intérêts égoïstes, je suis ici en train de me dire que nombreux, ils se précipitent à l'organisation des élections, oubliant une phase très, très importante, celle que vous venez de souligner. Moi, je pense qu'à un moment, avant les élections de 2023, on devrait quand même penser à un recensement pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà, Cela pourra nous aider avec le système même de la décentralisation, de comprendre dans ma zone, dans ma voilà. province, Mhm. j'ai combien d'ethnies, j'ai combien de tribus et comment je vais m'y prendre. Mais si on sautait cette étape, je pense à un certain moment que nous allons nous attaquer à des problèmes pareils et on sera plutôt en train de nous attaquer aux conséquences qu'aux causes. Mhm. Donc, je pense en tout cas que étant un acteur, un analyste indépendant, avant que les élections de 2023 ne pointent à l'horizon, il faut d'abord commencer par les recensements. Parce que si vous tenez, la RDC est entourée de 9 pays limitrophes et à un moment, nous sentons un peu agressés d'une manière ou d'une autre. Parce que quand même, vous pouvez constater que avec le système ADEF ici à Beni, nous pouvons par exemple rencontrer des Tanzaniens, nous pouvons par exemple rencontrer des Burundais, nous pouvons par exemple rencontrer des Rwandais, nous pouvons aussi rencontrer des brebis galaises citoyens congolais. Et je pense que
cela doit nous servir de leçon, doit nous servir d'exemple. Avant les élections, je propose en tout cas d'abord les recensements, et puis les recensements-là devra nous permettre de savoir on a combien, pas les chiffres estimatifs du genre les quotas électoraux, non, ça Voilà. nous a toujours besoin. Parce que moi, par exemple, je peux aller m'enrôler, je trouve la carte de l'électeur, mais je vais pas aux Voilà. urnes, je vais pas aux urnes. Je veux aussi, je suis en train de mener une étude là-dessus, je veux aussi à un moment critiquer l'organisation du scrutin en République démocratique du Congo parce que on a tendance à penser que on ne fait que, on organise cela pour la conquête du pouvoir sans pour Voilà. autant analyser les tenants et les aboutissants. Voilà. Je pense, et je reste convaincu qu'il nous faut d'abord un recensement général. Après cela, on pourra penser aux élections, chers amis. Effectivement, nous avons eu la semaine précédente, la semaine dernière, je crois, nous avons organisé plusieurs débats autour de la question concernant comment on appelle ça, élection ou identification avant le vote, avant ce Oui. scrutin de 2023. D'après vous, et au regard des réalités sur place que vous venez de le décrire, pensez-vous que vous avez même souligné le fait que c'est une nécessité de commencer par le recensement, qui est une bonne chose pour les Congolais, effectivement. Mais maintenant, au regard de la situation actuelle par rapport à la mandature du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, il lui reste pratiquement, je peux dire, 2 ans et quelques mois. Considérons 2 ans et demi. Pensez-vous que s'il procède par l'identification, le recensement avant d'arriver à l'élection proprement dite, pensez-vous que cette initiative serait acceptée, applaudie par la population de l'Est? En tout cas, je pense que le président Félix Tshisekedi, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il est en tout cas le commandant suprême, il doit penser à ce qu'il laissera dans la tête du citoyen congolais après son mandat. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'organiser les élections. Parmi les points faibles, je le dis bien, parmi les points faibles du gouvernement, en fait du régime passé, donc le régime de Joseph Kabila, ils n'ont pas si organisé ce recensement-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons quand même constater que ça continue à nous ronger. C'est en tout cas une épine dans la chaussure. Et je pense que pour moi, c'est très, très, très important que peu importe les temps que détient Félix Tshisekedi, je ne vais pas ici critiquer son gouvernement qui du reste a passé des années et demie des années passées dans une distraction et dans un jeu de ping-pong pour chercher à asseoir son pouvoir. Mais le peu qu'il peut faire pour nous, parce que cela restera ineffaçablement gravé dans nos mémoires, qu'il nous organise, qu'il pense déjà comment organiser les élections, mais en organisant les élections, il doit penser aux aspects très, très importants qui devront faire à ce que cette élection reste mémorable et avoir soufflé déjà le deuxième va, l'alternance politique. Donc, qu'il nous organise ces règlements. Je ne sais pas si ça prendra combien de temps, mais moi, si en tout cas j'étais son conseiller, je lui dirais de déclencher déjà le processus et on pourra déjà attendre 2023. Il aura déjà fait quelque chose. On aura déjà si euh, on est à combien. Ça, je l'ai dit, pas seulement pour les Nord Kivu, mais aussi, ça peut être aussi pour l'Ituri, en fait, pour toute la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, René, nous avons 9 pays limitrophes Oui. et d'une manière ou d'une autre, nous sommes agressés sur notre propre sol. Je pense que le président Tshisekedi doit en tout cas réfléchir déjà dans ce sens pour nous laisser de quoi nous en prévaloir après son mandat, quoi.
C'est-à-dire que quel que soit le temps que ça peut mettre, ça peut prendre, l'essentiel, c'est d'avoir laissé un acquis que lors Ouais, de son premier mandat, par exemple, il aurait fait quelque chose que les Congolais attendaient. Par- en tout cas, Voilà. en tout cas. Et doter le citoyen congolais ne fût-ce qu'avec une carte d'identité qu'il n'a pas aujourd'hui. Ça sera quand C'est même. un aspect très important. Sur ce coup, c'est un aspect très important. Parce que je me souviens à l'époque de Mobutu, on pouvait par exemple avoir une carte pour citoyen qui, du reste, on n'en a plus jusqu'à aujourd'hui. On a plutôt une carte d'électeur. Mais je me dis, est-ce que pendant 5 ans, nous restons électeurs? Mais à part le fait que nous soyons électeurs, nous sommes des citoyens congolais et nous méritons une identification. Nous méritons avoir une carte comme citoyen, pas une carte comme électeur. Alors, parmi, en tout cas, les désavantages de cela, je peux venir, j'acquiers une carte d'électeur. Vous voyez, je peux par exemple sortir de Rwanda ou de l'Ouganda ou même de la Tanzanie ou même de l'Angola. Je viens, je trouve ma carte. Par exemple, je suis quelqu'un de mauvaise foi et après cela, ça pourra coûter, ça crée toujours des années. Maintenant, pour une carte pour citoyen, on sait par exemple que je suis fils à tel, je suis fils de Nyamoussissi et de telle mère. Et mon père aussi sera obligé de venir confirmer les mêmes identités. Si ce n'est pas mon père, ça sera ma sœur ou mon frère. On sait déjà dire quand même, on sait déjà identifier que nous sommes d'une même lignée, nous sommes tous citoyens congolais. Mais si jusqu'à quand on va rester électeurs? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, on a fini, en tout cas, cette phase-là. Mais quand même, sans honte ni peur, les autorités congolaises peuvent vous demander pour vous identifier où est ta carte de lecteur. C'est en tout cas une erreur. Et je pense que ce qui dit, avec tout ce qu'il a comme slogan, le peuple d'abord, ou en fait, je me limite à cela, qu'il nous aide à nous identifier en nous donnant des cartes pour les citoyens. Ça nous permettra de dissiper les malentendus et avoir déjà un contrôle par rapport à toutes ces puissances et à tous ces pays voisins qui menacent le sol congolais. Bon, maintenant, nous allons observer 15 secondes d'intermède et nous allons revenir justement pour parler de l'actualité, hein, parce que vous aussi, vous avez suivi l'annonce du nouveau gouvernement, la sortie du nouveau gouvernement, du Premier ministre, hein, et donc nous allons revenir dans 10 secondes pour en parler avec vous. Voilà, nous sommes de retour, hein, pour conclure cette émission. Dans cette dernière partie, nous allons analyser l'actualité avec Béni, avec les habitants de Béni, avec le groupe de jeunes de Béni, ceux qui affrontent justement l'atrocité au quotidien, ceux qui sont de vrais combattants en tout cas, parce qu'ils font la véritable résistance devant l'oppresseur, devant le criminel, devant tous ces bourreaux justement qui viennent décimer les populations de l'Est. Je n'ai cessé de le dire que nous devons nous cotiser. Nous devons, chacun de nous en tout cas, donner sa contribution pour donner sa voix. Non seulement donner sa voix, mais également mettre la main dans la poche et sortir ne fût-ce qu'un 5 euros, 5 dollars, tout dépend de là où vous êtes pour mettre dans la cagnotte. Cette cagnotte va aider justement ces enfants orphelins que nous avons vus tout à l'heure dans les images, dont nous disposons de plusieurs images justement, qui seront d'ailleurs des images très choquantes. On ne peut pas les diffuser vraiment à l'antenne. Les images de ces enfants qui sont délaissés parce que leurs parents sont décédés, sont morts, sont tués, sont massacrés de manière atroce. Voilà la manière de faire, de détruire tout un peuple, en leur faisant une guerre psychologique. Vous tuez le papa, vous laissez l'enfant. Vous avez vu ces images.
Je n'ai pas besoin de vous le commenter encore une fois parce que ce sont les mêmes images. Et plusieurs images également que vous n'avez pas encore vues dans les réseaux sociaux. Certains sont allés jusqu'à dire que la plupart des images sont des images montées, mais c'est faux. Les images que nous recevons, pour nous en tout cas dans notre database, c'est des images qui sont envoyées par ce groupe de jeunes gens qui sont justement en détresse et qui nous envoient ces cris d'alarme tous les jours. Donc, aimons-nous, vivons et essayons d'aider nos frères et sœurs qui sont à l'est du Congo. Voilà. Je suis en train de parler avec M. Azor Nyamosisi, qui est juriste, justement, il est étudiant en droit de l'autre côté de Béni. C'est avec lui que nous sommes en train d'avoir tous ces témoignages autour de l'autre tribu qui s'appelle Nkumu, qui commence déjà à faire entendre de lui et qui commence à faire tapage pour le moment. Mais il est indiqué tout à l'heure que c'est un groupe qui est issu justement de tous ces Rwandais qui sont venus selon les accords qui ont été signés entre Laurent Désiré Kabila et Paul Kagame lorsqu'ils devaient entrer au Congo pour, soi-disant, révolutionner ou sauver, ou parfois, selon les termes consacrés, libérer le Congo, libérer le Zaïre à l'époque. Le libérer de quoi? De la dictature. Mais après avoir libéré le Congo de la dictature, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'occupation. Le Congo est occupé, c'est le mot. Ne cherchons pas à chercher à camoufler l'expression. Vous avez entendu, nous avons des Koumous dont on ne connaissait pas. On a dans toutes les institutions aujourd'hui des noms à consonance rwandaises. Certains qui se disent nous sommes des Congolais, d'accord, mais on ne sait pas identifier les gens. Voilà, ceci va nous conduire justement à parler du nouveau gouvernement avec M. Azor. M. Azor, nous allons commenter l'actualité. Hein. Essayez de nous dire comment vous avez reçu cette annonce du nouveau gouvernement du Premier ministre Kamalou Kondé. Merci beaucoup, René, pour accorder la parole, justement pour parler de cette question d'actualité qui est en train de bouger le monde entier et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Je me vais quand même ici signaler que le gouvernement Sama Lukonde a été entendu depuis longtemps et finalement, c'était hier que nous avions appris sa sortie. J'ai une sortie quand même qui nous a un peu soulagés parce que c'est tout ce qu'on attendait. On se retrouvait déjà dans une situation où on ne pouvait pas savoir le fonctionnement de l'État ou dans un gouvernement réputé démissionnaire avec toute cette période que ce gouvernement a pris. J'essaie déjà d'imaginer les conséquences. Tous ces ministres qui touchaient encore de l'argent du contribuable congolais. Mais bon, nous saluons quand même l'arrivée, l'atterrissage de ces nouveaux gouvernements. Je félicite aussi le fait que c'est en tout cas un nouveau gouvernement. Et donc, un nouveau gouvernement, pour moi, ça signifie qu'on peut avoir un premier ministre qui a encore des quarantaines d'âge, Sama Lukonde, il est là. Et j'observe quand même un renouvellement de la classe politique. Ça m'enchante parce que depuis un certain moment, on observait déjà la routine. Les mêmes personnes qui occupaient les postes de prise de décision. Et finalement, on commençait déjà à se dire, est-ce que la RDC est devenue un petit royaume destiné seulement à un groupe d'individus? Mais je peux quand même ici féliciter Sama Lukonde et Félix Tshisekedi, le président, qui ont porté un choix en fait, de manière à renouveler la classe politique. Je ne suis pas du genre à faire de faux espoirs pour dire, parce que je sais que ce sera une question que vous allez me poser, René, qu'est-ce que j'attends de ce gouvernement? Pour l'instant, je préfère être en tout cas un bon observateur, tout en souhaitant en tout cas bonne chance et bon vent. Tout ce que les Congolais veulent, c'est voir un Congo
changé, bien que le temps joue à notre défaveur avec les 2 années qui restent. On ne sait pas ce qui sera fait, mais je fais quand même foi à ce gouvernement pour essayer un tout petit peu d'améliorer le social du Congolais. Vous qui êtes bénitien, vous qui êtes du Nord Kivu, vous qui êtes de l'Est du Congo, vous qui êtes à proximité du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, par rapport à la proximité au niveau de la frontière, vous qui connaissez ces gens quand ils entrent au Congo, lorsque vous regardez la liste du gouvernement congolais, faites-vous la même lecture que vos compatriotes de Kinshasa qui savent repérer immédiatement que tel nom, telle personne, tel phénotype n'est pas congolais, mais plutôt rwandais. Quand vous regardez la liste du gouvernement, sa composition, si vous l'avez eue, est-ce que vous avez pu, selon votre constat, vu des noms ou des ressemblances des personnes que vous avez connues, soit des parents ou des grands-parents originaires de cette contrée ou du Rwanda directement? D'accord, René, je comprends. En fait, je pense que cette question, j'y ai déjà répondu. Euh, Certains Rwandais qui ont été sur le sol congolais avant 1960 ou après l'avènement de Laurent Désiré Kabila au pouvoir peuvent déjà en tout cas jouir de la nationalité congolaise. Moi, ici, ce que je vais quand même signifier, comme je vous ai dit, je suis un analyste. Pour moi, j'ai mis à côté la question des nationalités. J'ai mis à côté la question d'origine. Les Congolais ont besoin de voir un changement aussi palpable. La question des tribus, la question des origines, pour moi, importe peu, parce qu'en entrant même dans l'histoire avec les Congo belges, avec le roi Léopold II, comprenez quand même que le roi Léopold II n'était pas belge. On l'appelait le roi de Belge. Et pour nous, pour moi, ce que je veux, c'est les résultats. Lesquels résultats devra en tout cas toucher directement l'intérêt du citoyen congolais. Je sais ce qu'a été euh, les réactions dans les jours passés avec Azarias Ruberois. Je sais tout ce qu'a été en termes de tension. En tout cas, je me limite de commenter ici. Mais, mais ce que je peux quand même saluer dans ce gouvernement, c'est que on peut observer 3 à 4 personnes de l'Est et précisément entre Beni, Butembo et Goma qui apparaissent dans les gouvernements. Moi, pour moi, on peut par exemple voir M. Julien Paluku, on peut voir M. Muhindo Zangi, on peut voir la dame Kahindo. Donc, pour moi, je ne suis pas ici en train de m'attaquer par rapport à sa morphologie ou à ses origines. Qui dirait, nous avons déjà des réponses, mais moi, je martèle beaucoup plus sur les résultats. Et les résultats, ça sera d'améliorer les social du Congolais. Le résultat sera d'avoir la paix, la stabilité, la tranquillité pour nous. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et renforcer, je réitère bien, l'éducation civique et morale, l'éducation à la citoyenneté, pour que demain ou après-demain, on ne puisse plus parler de tout ce qui peut nous diviser aujourd'hui en termes de malentendus. Donc, en un mot, cette liste, ce gouvernement, des noms que vous venez de citer, dans l'ensemble, ça donne une notion de représentativité régionale équitable et ça vous satisfait en même temps, vous qui êtes de l'Est. Oui, comme je l'ai dit, ça nous satisfait dans une dimension où, par exemple, nous pouvons avoir 2 ou 3 ministres, j'arrête bien, de Beni, Butembo et Goma, et lesquels ministres, quand même, nous estimons qu'en portant les choix sur eux, c'était pour diverses raisons.
Et pour nous, ça nous enchante. Tout ce que maintenant nous attendons, je le dis bien, de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, c'est améliorer le social des Congolais. En même temps, quand même, René, j'aimerais souligner une chose très importante. Euh, euh, le, le changement du gouvernement, euh, je, 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 je prends une jurisprudence de l'époque de Mobutu, où on pouvait par exemple voir un citoyen de l'Ouest, il devient gouverneur de l'Est. Et pour nous, on pouvait déjà voir que c'est une façon de montrer aux Congolais que nous sommes un indivisible, et tout ce que nous voulons, c'est les résultats, rien que les résultats. Et nous pensons en tout cas que c'est ce que Félix Tshisekedi, à travers le gouvernement Sama Lukonde, sera en train de nous donner. Nous évitons ici la distraction et le jeu de ping-pong pour les récupérations politiques. Je pense que le gouvernement qui a été formé cette fois par la volonté du président de la République, lui qui disait que ses amis du FCC le mettaient les bateaux dans les roues. Il ne trouvera plus d'excuses désormais. Et tout ce que nous voulons, c'est les résultats, rien que les résultats. Et non les prétextes du genre, j'accuse tel parce que je n'ai pas été à la hauteur de faire ceci, j'accuse tel. Désormais, plus d'accusations. Désormais, plus d'arguments de dire, vous voyez, tel a fait ceci. Non, je pense que la prochaine sortie euh, de Félix Tshisekedi pour donner l'état de la nation sera de nous donner les résultats et non déclarer publiquement qu'il a passé 2 ans de honte et des humiliations. Je pense que les 2 années qu'il a passé dans honte et humiliation, ces 2 autres qui restent seront en tout cas, sera une occasion pour lui de, de, de montrer de quoi il est capable et de montrer, de donner quand même lieu d'espoir à tous les Congolais qui attendent beaucoup, en tout cas beaucoup de lui. Voilà, nous avons 2 minutes avant la fin de cette émission. Je vais vous poser une dernière question et vous nous donnez la réponse en 30 secondes. Quel conseil donneriez-vous à vos compatriotes qui pensent que certains ministres sont des Rwandais? Alors, à tous les citoyens et compatriotes congolais comme moi qui pensent que certains ministres sont des Rwandais, je dis et je répète que ça, c'est un débat superficiel. Et pour nous, c'est que je prêche ici la paix, la stabilité et l'union. Vivons ensemble. Arrêtons de juger les gens par rapport à leur forme. Voyons de quoi ils sont capables. Voyons de quoi ils sont, où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour améliorer la situation du Congolais. Quittons ces débats creux. Pour moi, ce sont des débats, en tout cas, que je ne peux pas mener. Je ne peux pas m'atteler à cela. Quittons cela et tous ensemble, construisons le Congo. De tels propos nous divisent, de tels propos ne nous permettent pas de construire, de donner notre sacrifice pour le Congo. C'est ça, à 2 lignes, ce que tu peux donner, René. Voilà, Monsieur Azor, merci. Merci pour cette analyse sur cette question. Nous avons parlé de l'orphelinat, des orphelins qui sont campés dans cet espace qui a été accordé par des volontaires. Nous avons fait des appels ici justement pour que les personnes de bonne volonté donnent ce qu'ils peuvent donner pour soutenir justement ces enfants. Nous avons maintenant analysé cette question de constat que vous faites et des attentes que vous faites, que vous exprimez par rapport à la sortie de ce nouveau gouvernement. Et nous avons également parlé de cette tribune Koumou dont on ne connaissait pas assez, mais qui a fait surface et qui a commencé à poser ses revendications en utilisant les armes blanches de machette au niveau de Goma. Voilà les 3 points que nous avons évoqués ce soir. Et nous espérons que le dimanche prochain, en tout cas, l'invitation est faite. Nous allons effectivement, M. Azor, faire un débat autour de la question intitulée
il n'y a pas plus congolais qu'un autre. Qui est congolais et qui ne l'est pas dans cet espace que l'on appelle la République démocratique du Congo? C'est un débat auquel vous êtes conviés, en tout cas à participer, parce que votre argument de ce soir prouve à suffisance que vous ne voulez pas rentrer dans la guerre frontale avec ceux qui sont accusés de détenir l'origine rwandaise ou ceux qui sont des personnes ayant la morphologie autre que les Bantous. Voilà, c'est comme cela. Donc, les Nilotiques, comme on dit, ou les Tutsis, comme on peut les appeler directement, les Banyamulenge, ainsi de suite, ce sont ces personnes, justement, appartenant à la tribu Tutsi. Voilà, mais quelle histoire nous renseigne autre chose par rapport aux origines, mais c'est un débat qui doit évoluer, et nous allons faire justement ce grand débat le dimanche, à la même heure, sur la thématique de qui est congolais et qui ne l'est pas. Et il n'y a pas plus congolais qu'un autre. Voilà, nous aurons à discuter de ce sujet le dimanche. Merci, M. Azur. Si d'ici le dimanche, il y a une autre actualité au niveau de Béni, l'antenne vous est consacrée en tout cas pour toute la semaine et les semaines à venir. Vous êtes les bienvenus pour nous donner les informations de Béni, car nous sommes tous compatissants à ce qui se passe au niveau de Béni, car Béni, c'est le Congo. Et il n'y a pas le Congo sans Béni. C'est le slogan consacré. Voilà. Ouais. Merci, Monsieur Azor. Merci d'être passé à cette émission. Nous avons ainsi terminé cet échange avec notre invité en duplex à partir de Béni. Voilà, le message est passé. Essayez de participer à cette cagnotte. Mettez quelque chose. Nous allons soutenir les enfants qui sont à Béni, les enfants qui sont dépourvus de tous les moyens. Voilà, donc cet appel est lancé, tout en espérant, chers amis, que vous allez y répondre et satisfaire justement nos enfants qui sont en détresse de ce côté-là de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est fait, est pris. Le dimanche, il n'y a pas plus congolais qu'un autre. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà, vous êtes donc invités tous à participer. Ce sera une antenne libre avec un ou deux invités en duplex. Et donc, tous ceux qui voudraient justement participer à cette émission, envoyez donc vos candidatures si vous aimeriez être pris en duplex. On vous prendra en duplex. Donc, précipitez-vous. Nous n'aurons besoin que de 2, maximum 3 en duplex. Et les autres ne pourront que participer par téléphone. Merci d'avoir suivi cet élément, cet échange. Et à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir et bonsoir chez vous. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.